Je serai assez court pour la bonne raison, c'est que je relève de maladie et que je suis encore fatigué. Ça n'a rien d'extraordinaire. Vous savez que la France a été atteinte par une épidémie de grippe. Et je suis parmi ceux qui en ont rescapé. Alors vous allez me dire, quelle flatterie ou autre, malgré avoir été vacciné contre la grippe, etc., il n'y a rien d'extraordinaire. Si, en ce sens que 6500 de nos compatriotes sont morts cette année de la grippe. 14 000 Français ont été hospitalisés pour la grippe. Est-ce que vous avez entendu parler des chiffres, qui sont des chiffres que j'ai recueillis auprès d'organismes officiels? Est-ce que vous avez entendu parler de la grippe alors qu'on parle d'autres sujets? Non. Pour la bonne raison, c'est qu'on nous cache la vérité en permanence, y compris dans le domaine médical. Parce que cette grippe exceptionnelle, de personnes qui ont été en général vaccinées, tient au fait que les migrants nous ont apporté des virus qui étaient inconnus jusqu'alors. Et alors, parmi les responsables de ces nombreux morts et de ces hospitalisations, eh bien, il y a les gens en place qui ont favorisé l'importation de virus. Alors, les deux virus sont désignés officiellement par des lettres. Évidemment, j'en ignore le développement, mais c'est pour dire à quel point des faits aussi importants n'ont donné lieu à aucun communiqué, à aucune condoléance officielle, alors qu'habituellement, ils n'hésitent pas à en diffuser. En complément, si j'ose dire, d'Yann Benfou, je signalerai que la grave erreur commise par l'état-major français d'avoir installé les positions de résistance dans une cuvette. Ça rappelle Sedan, en 1870, qui avait amené la capitulation de l'armée française, la défaite de notre armée et par conséquence l'amputation de notre territoire national par de l'Alsace et de la Lorraine-Mosellane. On ne se met jamais dans une cuvette. Le deuxième, c'est l'exemple, malheureusement donné par nos adversaires. Les Viet Minh, l'armée du Viet Minh, ne portait pas d'insigne de grade. Les commandements s'exerçaient par réputation et par communication directe. Et nous avons capturé un général Viet Minh à Dien Bien Phu sans savoir. Et le bon comportement de notre armée vis-à-vis des prisonniers a fait que ce général Viet Minh a témoigné du sort très honorable qui lui avait été réservé et a préservé sans doute nos soldats de violence immanquable en pareil cas. Alors aujourd'hui, vous apprenez par la LICRA qu'à Lyon, l'extrême droite de Jeunes Nations, dirigée par le Mussir et dévilliste Yvan Benetti, vous voyez l'emploi des termes, organise le 16 mars un pseudo-colloque, pourquoi pseudo, dont le thème de la Révolution nationale était le programme politique de Vichy. Nous lutterons par tous les moyens pour empêcher la tenue de ce symposium. Tous les moyens de ces gens-là, en fait, se réduisent aux fausses nouvelles qui diffusent dans la presse, et les moyens du pouvoir, notamment les fonds secrets du ministère de l'Intérieur, qui facilitent M. Castaner, ministre de l'Intérieur, de se faire prendre en photo dans un bobinard, un bordel, hein, par le français, au milieu de prostituées en train de déguster du champagne. D'où le scandale actuel, et avec cette réponse abominable de la part d'un homme politique. Ah, mais on n'a pas le droit de parler, ce sont des affaires privées. Or, j'estime, nous devons le considérer, qu'un homme public, ça implique les dames, n'ont pas à avoir de vie privée, parce qu'ils professent des idées et ils font le contraire et ils disent « Ah ben c'est ma vie privée ».
Donc, ça ne comporte aucune exception, et n'acceptez jamais que quelqu'un qui a des activités politiques vous déclare, parce qu'il fait le contraire de ce qu'il vous demande de faire, que c'est une affaire privée. Et puis alors, vous voyez les limites de la LICRA, malgré tout, cette pire officine cosmopolite. Nous emploierons tous les moyens pour empêcher ce colloque. Eh bien, tous les moyens de la LICRA se réduisent tout de même à relativement peu de choses, n'est-ce pas? Alors, je vais préciser, parce que récemment, quelqu'un me dit, Sido, votre nom est de quelle origine? Alors, je précise, c'est pourquoi, vous voyez, ma conversation est un peu décousue, mais c'est parfois utile d'aborder certains sujets. Mon nom, le nom de ma famille, est un nom gaulois. 300 mots gaulois, la langue gauloise, sont entrés dans le français. Et il y a le mot Sidos qui veut dire la paix. Et ça m'a rassuré parce qu'effectivement, nous avons d'autres buts dans l'existence que d'amener la paix sociale en France. Et moi qui ai perdu mes deux frères à la guerre, je tiens à vous dire que je suis foncièrement contre ces conflits armés qui ne résorbent rien. Alors, Gaulois, c'est bien. D'ailleurs, il y a M. Macron qui nous a relativement insultés sous cette appellation, c'est rappelé là-bas, des Gaulois réfractaires. Eh bien oui, parfait. Et c'est une excellente définition, mais qu'elle se veuille insultante. Alors, les réunions que nous tenons, il y a toujours des fleurs. C'est recommandé parce que il y a de quoi être choqué. Quand vous lisez la rubrique nécrologique des journaux, prenons le Figaro, les pages entières de rubrique avec les mariages, c'est pas nécrologique, mais après la rubrique purement nécrologique, vous apercevez que de plus en plus, ça se termine, on annonce le décès, où ça se passerait, etc. Ni fleurs ni couronne. Alors je me demande pourquoi cette hostilité des fleurs en pareil cas. Or, c'est nouveau aussi, et ça implique une disparition progressive des marchands de fleurs. Alors, c'est assez curieux, mais quand Mitterrand a pris le pouvoir, donc le Parti socialiste avait comme emblème une fleur, la rose rouge. Et quand il a été institué en France, la TVA, c'est-à-dire les 20% sur tous les produits, les fleurs ont été dispensées. Et les socialistes ont établi la TVA sur les fleurs. Tout ça, c'est pas su ou mal su, mais ça situe bien les choses. Alors, vive les fleurs, et en tout cas, il y a une chose que j'ignore, comme on prétend qu'on apprend quelque chose tous les jours, là, au terme de la réunion, si quelqu'un savait pourquoi, quand on offre des fleurs ou les fleurs, c'est toujours un nombre impair. Je l'ignore. Si quelqu'un le savait, je lui prie de me le communiquer parce que ça me permettra d'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Alors, également, comme vous avez pu le constater, il y a une croix celtique blanche. Alors, il est préférable de bien comprendre que les problèmes de couleur, comme les mots ont d'importance. Les couleurs et les mots transmettent des idées et il faut s'y tenir. Vous vous rappelez sans doute qu'au siècle des cathédrales, lorsque nos peuples, et notamment le peuple français, édifiaient ces merveilles que sont les cathédrales, eh bien, elles étaient peintes de l'extérieur, en couleur. Maintenant, elles sont très belles comme cela, mais on n'avait pas peur de mettre de la couleur extérieure. Désormais, j'habite le 13e arrondissement de Paris et la paroisse à Sainte-Mathilde, eh bien, a disparu à cause des tours. Or, il n'y a pas de doute que le clocher était là pour rappeler au milieu de quoi il s'agissait. Tandis que là, ces tours ont été édifiées par Chirac et pour détruire certains aspects de notre civilisation que comportaient les clochers. Alors,
Oui, je vous ai signalé le cas de la grippe, mais tout à l'heure, vous parlez d'attentats, parce que tous ces gens-là parlent d'extrême droite, prétendument nous serions des violents. Or, je me rappelle la bombe qui a été mise au Caillou sur la française, et c'était un dimanche, je m'étais rendu spécialement parce que j'avais une correspondance à faire d'urgence, je me tapais à la machine, et en quittant un bureau, je tenais la lettre à la main. À ce moment-là, une formidable explosion. La porte d'entrée donnant sur le couloir avait été entraînée par l'explosion. Elle est passée à quelques centimètres de moi et la lettre a été enlevée. C'est pour vous dire à quel point il y a eu la fête. Ensuite, rentrant à mon domicile au deuxième étage, à 10 h du soir, une fois, un homme m'attendait avec un revolver. À 10 h du soir. Et alors, à une inconscience de ma part, mais providentielle tout de même, j'ai sauté dessus. Ça paraît inimaginable. À ce moment-là, mon épouse, entendant du bruit, ouvre la porte. Et l'intéressé a fichu le camp. C'est pour dire que quand on parle de violence, d'attentats et de choses semblables, il ferait mieux de se regarder. Et notamment, tout à l'heure, vous rappeliez que nos ennemis qui ont subi les violences de l'association de la Ligue juive de défense lors de la fête de Jeanne d'Arc ont été indemnisés par le fonds de garantie pour les victimes du terrorisme. Donc, les agresseurs ont été condamnés au remboursement auprès de ces organismes. Cela pour dire exactement les choses. Et puis, les choses se passent à proximité du portrait du maréchal Pétain, le maréchal de France. J'ai vécu cette époque et je puis en parler. Or, 1940, on s'est lancé follement dans une guerre et nous l'avons perdue, comme vous savez. Et toujours est-il que 7 millions de gens étaient sur les routes parce que j'étais précédemment enfant, évidemment, là j'étais encore tout jeune, eh bien, on nous parlait de la guerre, où les Allemands coupaient les bras aux enfants, enfin, les 20 ans entre la fin de la guerre et le début de la Deuxième Guerre, en France, dans les écoles et partout, on nous avait déjà fait le coup, si j'ose dire, de la Shoah, mais en ce qui concerne les Français. Alors, ça impressionnait les gens, et quand l'offensive allemande a eu lieu, en belge, en hollandais, en luxembourgeois, en français, on compte 7 millions de gens sur les routes. C'était débordant, il y en avait partout. Et effectivement, malgré des actes héroïques de certains de nos soldats, c'était la débandade. Or, quand s'il se trouve que l'Espagne, auprès duquel le maréchal Pétain avait été désigné comme ambassadeur pour réparer les bêtises du Front populaire, qui avait transmis des avions militaires français à l'Espagne rouge, à la République espagnole, des avions qui nous manqueront en 1940. Eh bien, le maréchal Pétain, qui avait été reçu froidement comme ambassadeur en Espagne, le gouvernement national ne résidait pas encore à Madrid, dans la localité, toutes les fenêtres étaient fermées en désaveu de la présence de la France d'un ambassadeur. Et c'est par l'intermédiaire de l'Espagne qu'on a obtenu un armistice, parce qu'Hitler n'avait consenti d'armistice à personne, ni à la Pologne, ni à la Hollande, ni à la Norvège. Mais c'est par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Espagne, d'abord, donc du général Franco, et ensuite la suffisance, majesté du maréchal de France, qu'un armistice est signé. Nous avions déjà à ce moment-là 1 800 000 prisonniers de guerre. Et les Allemands avaient dépassé Lyon. En 2 jours, ils étaient à Marseille. Ils avaient arrêté légèrement en Charente-Maritime leurs troupes pour empêcher de prendre Bordeaux où résidait le gouvernement français.
c'est pour dire que sans l'armistice qui a été consenti, toute l'armée française aurait été prisonnière, tout le territoire national aurait été envahi, et il y aurait eu vraisemblablement un gouvernement à la solde purement des occupants. Or, non seulement la guerre s'est arrêtée, une grande partie du territoire qui était occupé par les Allemands a été évacuée, une zone libre a été instituée, nous gardions le contrôle de notre empire, la flotte de guerre française, qui était la seconde du monde, était intacte. Donc, c'était encore une puissance que nous pouvions conserver. Et en zone libre, ce qu'on oublie de dire, c'est que Adolf Hitler, dans le conflit mondial qu'il avait avec la juiverie internationale, n'avait pas besoin de s'en prendre à des portions du territoire national français, l'Alsace et la Lorraine-Moselle-Lann. D'autant plus qu'en 1939, il avait dit que tout ça s'était résolu, il n'en était plus question, c'est-à-dire qu'avant l'entrée en guerre, il avait renoncé. Or, ça a été pour beaucoup, j'ai vécu cette époque, j'ai entendu, à La Rochelle notamment, après l'agression de Mersel Kébir, des gens crier « mort aux Anglais !» Mort aux Anglais, c'est-à-dire que la population bretonne, qui était particulièrement victime de ce qui se passait à Mersel Kébir, était disposée à certaines choses. Et effectivement, là, à vrai dire, ça n'a pas été bien compris par les Allemands. Toujours est-il que l'université de Strasbourg était reconstituée en zone libre. L'université de Strasbourg, bon, c'était à Strasbourg, mais elle existait. Et quand les Allemands envahiront la zone libre, évidemment, ils s'en prendront à cette université de Strasbourg en territoire français. Et à vu cela, et au procès du maréchal de France, on a appris qu'en zone libre, des espions d'origine allemande avaient été passés par les armes. Parce que quelqu'un me disait récemment, mais oui, seulement Vichy a joué le double jeu. Non, c'était le rôle de la France de se garder, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Nous avions déjà perdu assez de plumes dans la bagarre, il fallait laisser, et d'ailleurs ça se disait à l'époque, l'ours soviétique perd ses plumes, ou je ne sais pas quoi, mais que la France, il y en avait assez de la guerre, des pertes que nous avions pu éprouver. Il fallait s'arranger à maintenir le maximum de possibilités extérieures, et pour cela, un homme incarnait la nation française. À tel point qu'un livre qui vient de paraître, traduit de l'américain, relate tous les propos sympathiques de Roosevelt qui refusait d'entendre parler de De Gaulle en disant « la France est Pétain ». Et dans ce livre extraordinaire, avec les références, il est indiqué tous les propos de Staline de la même façon. Je ne veux pas entendre parler de De Gaulle, la France c'est Pétain. Alors, qu'après coup, on ait osé qualifier le maréchal vainqueur, non seulement de Verdun, bien qu'il s'en défende, il disait toujours Verdun, c'est le Poilu qui a gagné la bataille de Verdun, mais il faut savoir que la haute armée en France a eu le mépris aussi bien pour faire tuer inutilement dans des offensives excessives nos soldats, mais encore les messes d'officiers étaient bien tenues, je vous le garantis, mais le militaire de base était pas considéré. Et le maréchal, de fait, qui n'était que colonel à la déclaration de guerre, pourquoi? Il était bloqué. Il n'était pas pratiquant sur le plan religieux, mais il y avait eu la fameuse loi pour les informations en milieu militaire pour connaître les opinions religieuses des militaires. Et le colonel Pétain, qui commandait un régiment à ce moment-là à Rennes,
avait reçu une note du ministère de la Guerre en lui demandant de communiquer la liste de ses officiers qui allaient à la messe. Il a répondu, le colonel Pétain, se rendant à la messe tous les dimanches, il n'y allait jamais. Se mettant au premier rang, n'a pas l'habitude de se retourner. Et il ignore donc les officiers de son régiment qui pourraient assister à la messe. Ça vous bloque les avancements, ça. Ce qui fait qu'il était colonel, d'autant plus qu'il défendait déjà le point de vue qu'un homme, un compatriote, un Français s'économise à la guerre. On ne le fait pas tuer pour avoir une étoile de plus comme général. Et il est nommé général, et ensuite il s'aperçoit de choses invraisemblables. Il n'y avait pas de permission pour nos soldats en 14. Nos soldats étaient forcés d'attendre la fin de la guerre ou d'être tués, tandis que les militaires allemands en avaient. Il a institué les permissions. Nos soldats mangeaient minimum. Il a insisté pour qu'ils soient alimentés correctement. Et en fin de compte, il a décidé de renoncer à ces offensives extrêmement mortelles qui faisaient tuer énormément de gens pour rien. Et quand il a eu réprimé les révoltes qui avaient eu lieu précédemment, il en a minimisé le nombre de la répression au minimum. Ce qui fait qu'il était immensément populaire. À Vichy, pourquoi Vichy? Alors il parle du gouvernement de Vichy. Vous savez que c'était une ville d'eau, et évidemment, il n'y avait pas de malades pendant la guerre, et c'était les hôtels commodes pour les ministères. C'est pourquoi c'est Vichy. Hein? Et ensuite de quoi, tous les États du monde étaient représentés. L'Union soviétique avait son ambassadeur. Les États-Unis, à quelques mètres, et il y avait les ambassadeurs. Également, l'Église catholique avait bénéficié le fait que notamment pour certaines avaient le droit de se remettre en tenue, ce qui avait été interdit. Des prêtres qui avaient été chassés de France avant la guerre de 14-18 n'avaient pu rentrer. L'Église était extrêmement favorable au maréchal de France, unanimement, je vous le garantis. Ensuite, ils ont pris des précautions, mais enfin, c'est un fait. Et la totalité des Français admettaient la chose. Alors, il parle souvent de déportation, de gens déportés, mais le maréchal a été déporté. Le 20 août 1944, oui, je ne me trompe pas, Vichy, qui était déjà en zone à nouveau occupée par les Allemands, l'armée allemande s'empare du maréchal Pétain et l'emmène en Allemagne. Si ce n'est pas de la déportation, qu'est-ce que c'est? Alors on me dit, ils l'ont mis dans un château. Mais Léon Blum aussi était dans un château. Et je tiens à vous dire que j'étais captif, ainsi que 2000 jeunes gens, dans le camp de concentration du Struthof, le seul camp de concentration établi en Alsace par les Allemands, et nous y avons été mis venant de différents lieux de captivité, et on est arrivé dans ce camp très étonné parce que le système pénitentiaire français est abominable, du moins à l'époque, en absence de propreté, en absence de commodité. Et au camp du Struthof, c'était le placard individuel, des fleurs, etc. Alors, je tiens à vous dire que la potence qui s'y trouve actuellement, l'immense potence, que les visiteurs, enfin que les gens organisés pour faire visiter, on vous dit que c'était une potence du temps des Allemands. C'est nous qui l'avons construite, sur instruction. Alors, il faut rétablir la vérité, il faut croire à la vérité. Et une des abominations de l'après-guerre, c'est le maréchal Pétain qui avait été déporté en Allemagne. Les Allemands, lorsqu'ils capitulent, le conduisent dans la frontière suisse, et là, les Suisses l'accueillent largement. Et ils manifestent la volonté, il dit en France, les gens sont jugés à cause de moi, prétendument, mais je veux aller en France. Les Suisses leur dit, le gouvernement suisse, monsieur le maréchal, vous savez, ils sont un peu cinglés de l'autre côté de la frontière, restez en Suisse. Hein. Il a voulu rentrer en France, et on lui a fait cette abomination de procès. Et quand on peut comparer ce procès à celui de Jeanne d'Arc, en ce sens que c'est un tribunal d'église qui a condamné Jeanne d'Arc, ce qui fait que l'église pendant des siècles est silencieuse sur le cas de Jeanne d'Arc, qu'on le veuille ou non. Ensuite de quoi, il faudra attendre Bonaparte et
le maire d'Orléans écrivant à Bonaparte, le premier consul, en lui disant l'autorisation pour y la donner, de rétablissement de la fête de Jeanne d'Arc, de délivrance. À l'époque, on parlait de délivrance, pas de libération, c'est un mot du vocabulaire communiste. La délivrance d'Orléans, que la République avait interdit. Alors Bonaparte a répondu, l'illustre Jeanne d'Arc a prouvé qu'il n'était rien d'impossible à la nationalité française quand sa liberté est en cause. Et ensuite, le romantisme littéraire a favorisé la meilleure Michelet, notamment connaissance de Jeanne d'Arc. Et ce sont les nationalistes français, notamment Barrès, qui ont à nouveau parlé de Jeanne d'Arc. Et il a fallu la victoire française de 1920, parce que l'Église s'adapte, malheureusement, pour les mauvais cas, mais dans le bon cas là, pour que Jeanne d'Arc soit sanctifiée. Il a fallu 5 siècles pour que Jeanne d'Arc soit sanctifiée. Et c'est le régime actuel, avec son président de la République, qui est notamment Giscard d'Estaing avant, qui ne respecte plus la fête nationale de Jeanne d'Arc, décidée par l'Assemblée nationale, en ne se rendant plus à la statue. C'est volontaire. Vous voyez, ce sont des choses qui ne se remarquent pas, mais De Gaulle y allait, et tous les présidents de la République, depuis 1920, y allaient. Et toutes ces choses, c'est un peu comme la grippe dont je parlais tout à l'heure, on en parle, on n'en parle pas, nous sommes sous-informés. C'est pourquoi il faut lire non seulement les ouvrages qui vous sont proposés, mais chaque semaine, Rivarol, qui est la meilleure publication en ce cas. Quiconque ne lit pas Rivarol, malheureusement, j'estime qu'il lui manque quelque chose. Moi, en tout cas, ça me confirme ou ça m'apprend des choses, alors vous pouvez penser l'utilité que ça pourrait avoir. En ce qui concerne le maréchal Pétain, j'en ai parlé parce que une des causes principales de la dissolution illégale de la dissolution de l'Europe française après 50 ans d'existence, c'est uniquement parce que nous rendions hommage au maréchal Pétain. C'est indiqué dans le texte. C'est pourquoi je parlais. Alors, vous voyez, il sera réhabilité, pas réhabilité les procès politiques, non, mais il ira où il souhaitait reposer, grâce à nous, à Douaumont. Et à Douaumont, il y a la forêt de croix de nos soldats, un cimetière immense, et il avait été réservé un petit endroit devant cet immense cimetière à ce que le maréchal qui avait été enterré avec ses soldats puisse l'être. Eh bien, il y a peu de temps, ils ont utilisé pour y enterrer un général inconnu, pour prendre la place. Vous voyez, en Espagne, ils veulent enlever Franco, là, ils ont déjà pris la place de l'endroit qui avait réservé, enfin qui était réservé depuis tout le temps au maréchal de France. C'est pour dire que ces gens-là appartiennent à une autre catégorie mentale que la nôtre, ils ne respectent rien ni personne. Alors, il faut être tout à fait hostile à eux. Il y a un slogan écrit là, à bas les voleurs, c'est le cri du 6 février 1934, à bas les voleurs, parce qu'ils nous volent, pas seulement Castaner en tapant dans les fonds secrets pour aller dans un bobinard, mais ils nous volent. Ils ont volé notre héritage, ils nous ont volé notre histoire, ils veulent nous voler notre liberté, et nous sommes les héritiers, nous réclamons la restitution de notre héritage. Et c'est pourquoi, à l'image de la Ligue des Patriotes, de Charles Maurras, de Barrès, nous avons notre cri de ralliement qui vive France.